Nous allons maintenant poursuivre nos échanges avec un nouvel intervenant. Il s'agit de Damien Leurent. Il a rejoint l'entreprise Deloitte en 1985, qui est un cabinet de conseil. Il est responsable de l'activité Audit France. Depuis 2011, il est membre du comité exécutif de Deloitte France. Il dirige aussi l'ensemble des activités de Deloitte France à destination de l'industrie financière. Et au cours de ces 30 années d'expérience chez Deloitte, qu'il va partager avec nous ce matin, Damien Leurent a notamment été élu administrateur de Deloitte en France, de 2008 à 2011, et il a aussi présidé le comité d'audit. Il est associé depuis 1994 et il signe les comptes des grandes sociétés cotées du groupe. Je vous prie de l'applaudir. Damien Leurent est avec nous ce matin. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette très sympathique introduction. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui en fait, pour cette conférence. Alors, je suis très heureux pour plein de raisons, en tout cas au moins deux. La première, c'est que j'ai 3 enfants qui sont passés par l'enseignement catholique et qui s'en sont très bien sortis, je dirais, dans leurs études après. Donc, j'en profite pour remercier les responsables de l'enseignement catholique, parce que je pense que c'est une très bonne formation. Donc merci à vous tous de ce que vous faites pour tous ces jeunes. Et la deuxième, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une assistante qui n'est malheureusement pas dans la salle, mais qui aurait bien voulu être là aujourd'hui, et qui s'appelle Isabelle Launay, que j'ai eue comme assistante pendant 22 ans, et qui maintenant travaille dans un collège de la région parisienne, un lycée de la région parisienne, et qui assiste un directeur d'école. Donc voilà, ça fait 2 bonnes raisons pour être avec vous aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous donner 2-3 mots sur Deloitte, et puis ensuite je rentrerai dans le cœur de la présentation. Donc Deloitte, c'est effectivement un cabinet de conseil, mais aussi d'audit, en fait, et d'ailleurs à l'origine plutôt un cabinet d'audit. C'est aussi un cabinet dans lequel, qui est souvent vu par les étudiants comme étant un 3e cycle, donc on fait aussi un peu de formation, on fait même beaucoup de formation dans cette organisation. Aujourd'hui en France, Deloitte, c'est un cabinet qui représente à peu près 10 000 personnes. Il y a 220 associés Deloitte et à peu près 200 associés in extenso, qui est une filiale de Deloitte et qui est spécialisée sur l'expertise comptable. C'est un cabinet qui a 5 métiers: l'audit, le conseil, ce qu'on appelle risk advisory, donc tout ce qui est conseil autour du risque, le juridique et fiscal, et financial advisory, et puis le métier qui est filialisé, qui s'appelle in extenso, qui est le 6e métier. Deloitte, en France, c'est effectivement 10 000 personnes. Dans le monde, c'est 230 000 personnes. C'est une organisation un peu particulière, hein. Ce n'est pas du tout une organisation de type IBM, c'est une organisation plutôt de type coopérative ou plutôt de type mutualiste. Donc les associés français sont détenteurs du territoire français, décident, on va parler notamment de ce projet de transformation et de déménagement quelque part qui sont liés. Donc dans ce projet, c'est les associés français qui ont décidé cette opération. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de déménager et de lancer ce grand projet de transformation? Alors la première raison, quand je suis rentré, il y avait 200 personnes. Aujourd'hui, je veux dire, on est à peu près 10 000. Donc ça fait une croissance très forte. Et donc cette croissance très forte, on l'a fait comment? On l'a fait en partant de ces locaux dans lesquels on était, hein, au 185 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly, au bâtiment C, et en s'étendant progressivement. Donc on était arrivé là en 81, en provenance de c'était le fruit du rapprochement de 2 cabinets. Donc on s'est retrouvé à Neuilly dans des locaux où on utilisait 3 étages sur 4 du bâtiment C, puis progressivement on a occupé le bâtiment B, le bâtiment A. Après on a récupéré des baux à droite, à gauche, et donc progressivement c'est devenu très difficile à gérer pour nous. Tout ça a fini aussi par nous coûter très cher, puisque comme on a des locaux différents, on a des entrées qui sont différentes, il faut avoir de la sécurité dans chacun des bâtiments. On a eu des inondations de parking, des ascenseurs qui ne marchent pas. Enfin, ça devenait assez compliqué à gérer pour nous. Ça, c'est, je dirais, l'aspect immobilier.
Après, il y a l'aspect aussi de la transformation qui est, aujourd'hui, le monde évolue vite. On a des outils qui sont beaucoup plus modernes que par le passé. On a tous des téléphones portables, on a tous des ordinateurs portables. Et donc, on avait aussi un vrai sujet de transformation de notre approche du travail et de nos locaux. Donc, les habitudes de tous avoir un bureau, les habitudes, etc., sont des éléments qu'on a été conduits à faire évoluer. D'un côté, on avait un besoin de locaux. De l'autre côté, on avait aussi un besoin de transformation et de digitalisation, excusez-moi, de notre organisation. Et donc, on a défini un certain nombre de critères pour organiser ce déménagement. Le premier critère, c'était la localisation. On voulait rester pas trop loin de Paris, sur l'axe principal, entre la Défense, l'Étoile et le centre de Paris, et l'axe de circulation est-ouest. Pour l'instant, en tout cas, c'est là où sont l'essentiel des entreprises. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que on s'est rendu compte que finalement, la plupart de nos collaborateurs, et vous savez que dans un cabinet, il y a deux valeurs très importantes. Il y a d'une part les clients et d'autre part les équipes, les talents. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de formations aussi. Mais donc nous, on voulait absolument, il ne fallait pas que le déménagement se traduise par des pertes au niveau de nos équipes. Donc on a constaté que finalement, à peu près plus de 50% de nos équipes passaient par la Défense pour venir chez nous à Neuilly. Donc on s'est dit, il faut qu'on reste sur l'axe est-ouest. Le deuxième élément qui était très important pour nous, puisqu'on a clients, talents, et l'image que l'on souhaite véhiculer, c'est une image de qualité. Hein, notre nom est associé à la qualité, et donc il nous fallait des locaux de qualité qui soient, je dirais, qui puissent être un beau symbole pour nous. Le troisième élément qui était important pour nous, c'était la flexibilité. Donc c'est la capacité à grandir, à s'agrandir. Même si, comme je le disais tout à l'heure, la digitalisation fait que on a de moins en moins besoin de contact physique. Le contact physique reste important, et notamment, vous le verrez dans la présentation, des éléments de ce qu'on appelle le point d'eau, où il faut que les équipes puissent venir se croiser et se rencontrer. Le quatrième élément, c'était le change, une écoute et une réactivité par rapport aux besoins qui pouvaient commencer à se faire sentir. La sécurité, hein, la Défense fait partie des lieux qui font encore peur pour certaines personnes. Donc on s'est vraiment posé la question de la sécurité. L'élément suivant, c'est le rester ensemble. Vous savez, comme tout à l'heure, je vous disais, il y a 5 métiers. On aurait pu aussi faire un choix qui était de dire je mets l'audit dans un coin, le conseil dans un autre, le taxe dans un autre. Non, on souhaitait rester ensemble. Nous sommes une firme pluridisciplinaire. On souhaite, et c'est notre force aussi vis-à-vis de nos clients, on souhaite que les équipes se connaissent entre les différents métiers et partagent les mêmes locaux. Voilà, donc, et puis notre objectif, c'était effectivement de faire de ça un grand projet d'entreprise. Donc quelques photos pour vous montrer Majinga. Quelque chose qui nous a paru important aussi par rapport à la Défense, c'est que c'est une tour, d'une part qui est toute neuve, et d'autre part qui, malgré le fait qu'elle soit de grande hauteur, avait des balcons, enfin des terrasses tous les 2 étages. On les voit bien sur la photo. Vous avez des grandes terrasses, et ce qui fait que ça permet aussi à nos collaborateurs, et c'était très important pour nous, de pouvoir sortir sans descendre les 35 étages de la tour. Et donc on a la partie haute de la tour, donc avec la vue sur Paris et une très très belle vue. C'était aussi pour nous très important, et la possibilité aussi pour nous de mettre notre logo en haut de la tour, ce qu'on va pouvoir faire dès que ça sera prêt. Après, on s'est dit comment on va faire. Il a fallu une force de conviction du management assez forte, comme vous pouvez imaginer, pour que ce move puisse se faire. Donc ce move, il a été fait après un vote, et c'est un vote d'associés. Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est un peu une coopérative ouvrière. C'est-à-dire pour déménager, il faut que vous ayez la majorité des 2/3 des associés qui soient d'accord. 2/3, ça fait 66%, et c'est pas si évident que ça. Donc il fallait quand même que le projet soit attractif pour les associés. Et par ailleurs, on savait aussi que nos collaborateurs, ils commençaient à en avoir un peu marre des problèmes d'ascenseur, de parking inondé, d'absence de vue, de trop chaud l'été, trop froid l'hiver. Et donc il fallait quand même un produit qui soit de qualité. Donc le principe qu'on a retenu c'est ça qui est un petit peu original, c'est qu'on a décidé de faire notre déménagement en 2 temps. Premier temps, on a organisé un déménagement pour à peu près 800 à 1000 personnes.
sur les 4000 qu'on a à Paris. Hein. Et là, on a fait ce qu'on appelle un lab. Donc on a organisé différentes configurations de locaux pour apprécier comment tout ça allait fonctionner. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de février 2016, on a défini les principes d'aménagement. On a fait en gros 5 étages différents. Ensuite, on a travaillé beaucoup avec nos associés et nos collaborateurs pour essayer de co-construire ces étages et de les mettre dans une configuration qui convienne à tout le monde. Et puis après, on voulait garder du temps pour le deuxième move, qui est le vrai move, celui-là où on va passer les 4000 personnes dans la nouvelle organisation. Donc ça nous a permis de tester un peu les différentes configurations. Donc, il y a 4 ou 5 configurations. De la configuration où il n'y a plus de bureau pour l'associé, hein, qui est celle qui est au 25e étage. Donc ils sont tous en open space, tout le monde est en open space, y compris les associés. À la configuration où il y a des bureaux associés pour tous les associés et l'ensemble des collaborateurs sont en staff. On a une population un peu difficile à gérer, qui était la population manager à directeur, qui avait pris l'habitude d'avoir des bureaux et qui là ne se sont retrouvés sans bureau. Bon, un travail d'écoute très important. Je pense que quand vous faites un grand projet de transformation comme ça, l'écoute joue un rôle très important. Donc on a beaucoup écouté. Et donc, ce que je vais vous faire, c'est le retour de ce qui a été les principaux enseignements. La première chose, c'est que nos collaborateurs, nos équipes, sont plutôt très heureuses du déménagement et très contentes du déménagement. Alors après, on avait pris comme concept l'idée de mélanger l'ensemble des équipes. Hein, on avait mélangé les auditeurs, les consultants, les fiscalistes. Et ça, par contre, le constat qu'on a fait, c'est que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et on a constaté qu'effectivement, il y a besoin finalement de garder des équipes qui soient localisées sur les mêmes plateaux, de façon à ce que ça fonctionne bien. Et en particulier, on a eu des associés qui étaient relativement déprimés, non seulement parce qu'ils avaient des bureaux peut-être un peu plus petits, mais aussi parce que quand ils arrivaient le matin, ils ne voyaient pas leurs équipes pour leur dire bonjour. Il y avait des gens autour d'eux, mais ils ne savaient pas qui c'était, ce n'était pas leurs équipes. Donc on a clairement décidé de revenir sur cette organisation, de façon à ce qu'on puisse vraiment garder cette communauté, parce que je pense que cette communauté, elle est très importante par métier malgré tout. Le deuxième élément qui était important, on s'est dit, est-ce qu'il faut que les associés soient en staff ou en bureau fermé? La remarque des équipes, c'est clairement, les associés, on préfère que vous soyez dans un bureau. On est plus serein, nous, quand vous êtes dans un bureau, que quand vous êtes au milieu de nous. Donc on a le dont acte, donc les associés vont rebasculer tous dans des bureaux et ne seront plus en bureau ouvert. Ils ont l'impression sinon qu'on les surveille en permanence et donc ils préfèrent que l'associé soit un petit peu plus distant que les équipes. On a eu un sujet sur est-ce que c'est trop calme ou trop bruyant. C'est vrai que quand on arrive sur les plateaux, moi j'étais très étonné au début, c'est d'un silence. C'est un silence presque inquiétant. On se dit, mais ils ne se parlent jamais. Donc, effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que tous les collaborateurs se parlaient entre eux par mail ou par SMS, même s'ils étaient juste en face l'un de l'autre. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Ce n'est pas comme ça qu'on crée la relation. Et on est, nous, dans un métier de relation, de création de la confiance. Donc, si vous travaillez que par mail, bah, vous créez quand même quelque part un peu une frontière qu'on a souhaité. Finalement, on pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut qu'il y ait des endroits d'échange et d'autre part des endroits de calme pour ceux qui ont besoin d'être très concentrés. Et donc on a eu un retour aussi des associés, hein. On a fait d'un côté les collaborateurs, de l'autre les associés. On avait quelques sujets d'acoustique. Le choix qui a été fait aussi dans la configuration finale, c'est de ne pas mettre les associés en premier jour. Parce que les associés, quand on a dit qu'on déménageait à Majinga, ils se sont dit « Super, je vais avoir la vue sur Paris. Mon bureau, il va être soit sur Paris, soit sur le parc de Boulogne. » Là, enfin, le bois de Boulogne, voilà, excusez-moi. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas les mettre en premier rang. Donc, ils seront en deuxième rang et on laisse les collaborateurs au premier rang parce que c'était un des enjeux importants. Donc, ce qu'on a décidé, effectivement, c'est collaborateurs en premier jour, attribution d'un bureau fermé par associé, ça c'était important, puisque tous les bureaux étaient ouverts avant. On a décidé de faire un étage qu'on va appeler le village, qui sera un lieu de partage. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est important d'avoir un lieu, un point d'eau. Et puis, nous avons décidé de faire une greenhouse, qu'on appelle une greenhouse, c'est un lab
complet qu'on avait déjà à Neuilly, mais qu'on va mettre sur un étage complet. Je suis en train de dépasser le temps, c'est ça? Bon. Temps, mais simplement, je voulais vous inviter à vous asseoir peut-être à côté de moi, simplement qu'on fasse un peu le lien avec dans ce projet, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes avec le métier de chef d'établissement et comment on peut transposer cette expérience finalement de co-construction d'un projet de mouvement qui est énorme dans une grande entreprise, avec les questionnements que nous avons dans ce congrès sur le leadership partagé, puisque vous n'étiez pas avec nous hier, c'est-à-dire partager un projet, une méthode collaborative que vous avez bien montrée dans votre présentation, mais simplement nous dire quelles sont les qualités, vous, qui vous ont paru déterminantes pour mener à bien ce projet, comment vous avez emporté l'adhésion des collaborateurs. On voit bien que ça se joue sur le positionnement des bureaux, le positionnement dans Paris, bureau fermé, bureau ouvert. Bon, il y a aussi un questionnement autour de la capacité à entraîner autour d'un projet. Voilà, si je peux faire le lien entre la question du congrès et cette expérience, mais on s'assoit pour en parler. Donc, je pense que le premier élément, effectivement, c'est un rôle d'entraînement. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait déjà essayé il y a 6 ans et ça n'avait pas fonctionné parce que les associés n'avaient pas voté ce déménagement. Donc, je dirais que la première chose qui était très importante, c'était d'emmener la couche de management quelque part. Donc, si vous emmenez pas les chefs, vous avez du mal derrière à faire aboutir le projet, en particulier dans notre organisation qui est un peu particulière, puisqu'on est sur un système d'associés, quoi. Donc forcément, s'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Donc la conviction, elle a été emportée par le produit déjà, parce que le produit, donc l'objet, la tour Majunga, était une magnifique tour, et donc je pense qu'on les a emmenés, on a fait visiter les locaux, on a tenu des réunions alors qu'on n'avait pas encore signé les contrats. Ça, c'est le premier élément, très bel objet. Le deuxième élément, c'était basiquement un élément financier. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. On va faire des économies. Donc, bon, c'est mieux de faire des économies. Nous, on préfère payer nos associés et nos collaborateurs un peu plus et qu'on paye un peu moins en loyer ou en frais de maintenance et autres. C'est pas un argument de pure communication interne, c'est pas un très gros argument, mais bon, malgré tout, il était au moins en arrière-fond de la décision. Et après, une fois qu'on a fait ça, il a fallu entraîner le reste de la maison. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de couper en 2 moves. Un premier move de lab qui nous permettait de tester un certain nombre de concepts, et un deuxième move qui aura lieu en septembre prochain, qui sera la configuration définitive de la tour. Et donc de corriger ce qui en général se passe dans un déménagement, qui sont toutes les petites exaspérations qu'on peut avoir, même si là on avait mis ce qu'on appelle un capitaine par étage. Enfin, normalement il y avait un certain nombre de facilitateurs pour aider à l'implantation sur place. Et je crois que ce qui était important pour les équipes, là pour le coup, c'est qu'effectivement on leur a montré qu'on les écoutait, d'accord, et qu'on était capable de corriger ensuite en fonction des commentaires qu'ils pouvaient avoir. Donc d'adapter ce que l'on avait prévu initialement à le nouvel environnement dans lequel on était. Donc voilà, je dirais qu'en gros, et donc cet entraînement, ce qu'il faut faire très attention dans ce type de move, c'est l'effet de rejet qui peut très vite se développer si vous n'avez pas aussi un rythme de communication qui est adapté. Quels étaient les risques que vous aviez identifiés en cas de non-adhésion de vos équipes au projet? Je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la perte de talent. Donc nous, notre matière première, c'est l'homme, hein, c'est nos équipes, c'est nos clients d'un côté et nos talents de l'autre. Donc si on perd nos talents, on perd une partie de notre fonds de commerce. Donc pour nous, c'était très important qu'effectivement les équipes, et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, dans les cabinets, il y a une rotation très forte. Hein, on a en gros 20% de nos équipes chaque année qui tournent, ce qui est un chiffre très important. Ce qu'on souhaitait, c'était garder ces talents dans ce nouvel environnement, d'une part, et d'autre part, les faire rentrer davantage aussi dans un monde plus digital que celui qu'on connaissait initialement, donc avec les facilités du digital, et avec un petit peu ce que je vous ai évoqué tout à l'heure,
l'inconvénient du fait qu'ils finissent par se parler par mail alors qu'ils sont là en face de l'autre, quoi. Ce qui est quand même, pour moi, un risque qu'on n'avait pas forcément anticipé au départ, mais qui est certain. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la digitalisation prend un pas très important, mais il y a besoin de se parler, il y a besoin de se voir, il y a besoin de construire une vraie relation, et cette relation, on ne peut la construire que lorsque l'on est l'un en face de l'autre. On peut se parler par Skype, on peut se parler tout ça, mais si on ne se voit jamais, ça ne va pas, quoi. Donc ça, c'est un enjeu qui était pour nous peut-être pas aussi visible que ce qu'on a pu constater par la suite. Voilà. Donc les risques, c'est la perte de talent pour nous essentiellement. La perte de talent. Et l'attractivité pour les nouveaux talents. Donc là, ces risques-là, on considère qu'ils ont été plutôt bien adressés parce que, en tout cas au niveau de nos jeunes populations, ils sont très heureux d'être dans une belle tour avec des balcons et un environnement moderne. On avait des locaux quand même, c'était plutôt des immeubles des années 60-70, donc avec des constructions qui aujourd'hui n'étaient plus du tout dans l'air du temps, quoi. Et on avait par ailleurs nos compétiteurs, Yanwai qui était parti à la Tour First, il y a nos amis de Price qui sont à Levallois dans des locaux tout neufs. Donc on avait un petit sujet d'attractivité aussi pour nos jeunes talents. La population que l'on doit soigner aujourd'hui, c'est la population manager, senior manager, qui, elle, a plutôt une impression de régression, puisqu'ils n'ont plus de bureau attitré alors qu'ils avaient un bureau attitré. Voilà. Après, les cultures professionnelles évoluent sur la question des bureaux. Enfin, c'est un autre sujet. Absolument. Alors, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on se demande si le fait que les bureaux soient moins occupés à la tour, est-ce que c'est un effet de la tour? Est-ce que c'est normal? Parce qu'avant, on ne pouvait pas mesurer. Maintenant, on mesure très bien l'occupation de chaque bureau. Parce que chacun badge quand il arrive sur son bureau. Et donc, on a le taux de disponibilité. On se rend compte que, par exemple, les associés utilisent leur bureau à peu près à hauteur de 45 à 50%. Donc, on s'est dit, il faut que quand ils ne sont pas là, d'autres personnes puissent les utiliser. Alors, je voulais vous interroger, puisque vous êtes avec nous, sur votre expérience à Deloitte, qui est longue. Vous avez fait toute votre carrière au sein de ce cabinet. Oui. Est-ce que vous avez noté une évolution des modes de management, des relations hiérarchiques, sachant que dans un cabinet comme le vôtre, c'est très spécifique entre associés et collaborateurs, et quel type de management ou de leadership vous exercez aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a une vraie évolution depuis 30 ans en termes de management. On est passé d'un management que je qualifierais d'autocratique, parce que même s'il y avait des associés, il y avait un chef des associés qui était, je dirais, Dieu sur Terre, donc qui avait, pour utiliser un langage qui est un peu caricatural, mais qui en tout cas avait décision sur tout, qui choisissait depuis la carte de vœux jusqu'à la location des bureaux ou des chambres d'hôtel dans les grandes manifestations, à une situation où je pense que le monde aujourd'hui travaille beaucoup plus en communauté, communauté d'associés, mais aussi communauté par client, communauté par compétences. Et donc on est dans un mode de leadership aujourd'hui où le leader ne se décrète plus. Ce n'est pas lui qui va se décréter tout seul, je suis un leader. Il va être reconnu par ses associés, par ses collaborateurs, comme étant un leader. Et ça, je crois que c'est très important. Pour moi, c'est une évolution majeure depuis que j'ai commencé à travailler. Je considère qu'effectivement, on est passé aujourd'hui d'un monde de direction assez verticale à un mode de direction où vous pouvez avoir une direction verticale, mais vous n'entraînerez pas et vous ne motivez pas vos équipes. Si vous voulez motiver et entraîner vos équipes, il faut qu'il y ait cette reconnaissance des équipes. C'est ce que j'explique souvent à des associés qui me disent « mais pourquoi je ne suis pas chef d'un petit groupe ?» Je lui dis « mais est-ce que tu es reconnu par tes pairs? Est-ce que tu es reconnu? Est-ce que… » Oui, d'accord, mais non, non. Si tu n'es pas reconnu par tes pairs, tu n'as aucune chance d'être responsable de quoi que ce soit. Donc il y a un côté modification du leadership aujourd'hui qui est que ça ne se décrète plus, ça ne se nomme plus. Et d'ailleurs, dans les grandes entreprises, ce qu'on constate, c'est que souvent les organigrammes sont très déconnectés de la réalité du pouvoir. On a des gens qui sont dans des cases, mais c'est souvent pas eux qui ont le vrai pouvoir de décider. Et donc ça, on le vit, nous, parfaitement aussi au niveau de notre propre organisation.
Il y a une interrogation aussi. On a beaucoup parlé du sens depuis que nous avons démarré notre réflexion. La question du sens, travailler autour du sens, communiquer sur le sens, retenir aussi les collaborateurs par le sens. Dans une entreprise comme la vôtre, qu'est-ce que le bien commun? Qu'est-ce que le sens? Parce qu'on sait que c'est aussi aujourd'hui un argument pour fidéliser de jeunes collaborateurs, au-delà de la rétribution financière, au-delà des conditions de travail, donner du sens à leur mission, les entraîner autour d'un projet stimulant. Et dans votre contexte, à quoi ça correspond cela? Alors, moi, je suis, à titre personnel, en tout cas, très sensible au bien commun. J'aime beaucoup votre titre, parce que je pense qu'effectivement, le leadership aujourd'hui, et une entreprise, elle se doit de travailler pour le bien commun, et pas uniquement pour son environnement immédiat. Mais on doit s'inscrire dans l'écosystème dans lequel on est. Donc, alors, qu'est-ce que Deloitte a fait? Donc, on a créé une fondation, et en fait, on fait participer... Il y a peut-être 3 000 à 4 000 collaborateurs de Deloitte en fait, qui participent à cette fondation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation? Elle a énormément d'activités différentes. Elle fait du coaching de chômeurs, elle va donner des cours dans des lycées, elle fait de l'accompagnement de jeunes de banlieue, énormément de choses différentes, parce qu'on considère effectivement que notre rôle, c'est aussi d'accompagner la société dans son ensemble. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a un gap énorme, de plus en plus fort malheureusement, entre le monde de l'entreprise d'un côté, des entreprises, alors c'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui est maintenant depuis 5-6 ans de plus en plus forte, et le reste de la société. Donc, on ne peut pas vivre dans une société, au sens large, là, pas de la société, dans laquelle il y a cette discontinuité entre l'éducation, l'entreprise, la retraite après. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Et aujourd'hui, je pense qu'on part à la retraite relativement tôt encore. On peut faire plein de choses après. Au contraire, je pense qu'on devrait continuer à transmettre et à aider, à développer, à coacher les plus jeunes. Donc il y a la fondation. Il y a le fait qu'on est très attaché aussi à ce que nos équipes se sentent bien chez nous, donc qu'elles aient une qualité d'environnement et de travail qui soit en cohérence avec ce que l'on souhaite. Et puis le troisième élément, c'est que ça passe aussi par, nous on est dans un environnement très très régulé, donc aussi par la gestion de cet environnement très régulé. Donc on a un environnement, je sais pas, pour ceux qui sont un peu dans le monde financier, depuis l'affaire Enron il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'est fortement renforcé en termes de régulation pour les cabinets d'audit et de conseil, enfin, surtout les cabinets d'audit. Et donc ça suppose aussi pour nous d'accepter le fait qu'on est très régulé et donc de bien respecter tout cet environnement. Voilà. Donc il y a l'écosystème au sens large, avec toutes les parties prenantes, il y a nos collaborateurs et puis il y a le respect de l'ensemble de nos règles qui ont évolué énormément ces dernières années. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on peut vous remercier pour cette intervention, puis d'avoir fait le lien en fin de présentation. Je pensais que j'aurais du temps de questions, c'est pour ça, mais comme on m'a expliqué, il n'y a pas de questions. Mais en tout cas, on a une pause, ça tombe bien, donc vous allez pouvoir échanger avec les participants de ce congrès. Je vous remercie, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup.